Écoute, écoute. Bonjour, je reçois aujourd'hui Alfredo Valadao, qui est professeur à l'École des Affaires internationales de Sciences Po et également Senior Fellow à l'OPC Policy Center. Alfredo Valadao, bonjour. Bonjour. Vous êtes un spécialiste de l'Amérique latine, du Brésil. Le Brésil paraissait il y a quelques années encore comme le nouveau géant qui allait avoir un rôle majeur en Amérique latine et même dans le monde. Et puis il y a eu l'impeachment de Dilma Rousseff, la mise en cause de Temer, la crise à la fois économique, sociale et politique. Est-ce que le Brésil est en panne selon vous? Oui, non seulement il est en panne, mais ce qui s'est passé au Brésil, c'est un effondrement général d'un modèle sociopolitique qui existe peut-être depuis 200 ans, disons, depuis l'indépendance et même avant. C'est un modèle qui est fondé sur une petite élite de droite ou de gauche, voilà, une petite élite qui ne s'intéresse qu'à exploiter les matières premières du pays, avec ça importer quelques produits de luxe des États-Unis et de l'Europe. Mais pour que ça fonctionne, un modèle comme celui-là, il faut une immense inégalité. Il faut pas mal, je ne dis pas des esclaves, mais il faut quand même... Oui, il y a eu des esclaves, mais après, il y a eu une immense inégalité dans cette affaire. Ce modèle-là, il a tenu, même avec des changements de gouvernement, etc., etc. Et le Brésil, jusqu'à aujourd'hui, est un pays extrêmement fermé, enfin plus que d'autres en tout cas, très protectionniste. Le capitalisme brésilien est un capitalisme subventionné, petit, subventionné. Donc on a des multinationales qui viennent exploiter le marché intérieur, plus des capitalistes brésiliens subventionnés. Donc tout ça a créé une sorte de système qui petit à petit a éclaté avec la globalisation des échanges, avec la fin du prix des matières premières dans la Lune et la nouvelle économie. Donc, le pays est aujourd'hui dans une crise qui est à la fois politique, institutionnelle, économique, sociale, morale. Mais pourtant, lorsque Lula était président, rien ne semblait devoir résister à l'ascension du Brésil. Le pays semblait bénéficier de la globalisation, à la fois en s'imposant comme un nouveau mastodonte sur la scène internationale et en même temps en diminuant les inégalités sociales toujours très fortes. Je crois que c'est le président Cardoso qui avait dit que le Brésil n'était pas un pays pauvre, mais un pays injuste. Donc, comment analyser par rapport à ce que vous dites le fait qu'il y a encore une demi-douzaine d'années, on pensait le Brésil comme un géant et non pas comme un pays en crise. Et si ce pays était considéré comme un géant, c'était justement grâce à l'émergence et à la globalisation. La question est assez simple à répondre. C'est-à-dire que cette perception-là était une perception beaucoup plus venant de l'extérieur que de l'intérieur, d'abord. En Europe, aux États-Unis, on dit ça y est, ils deviennent riches, ils peuvent participer de la globalisation, etc., etc. Alors, première chose, si on regarde bien comment le Brésil a profité de la globalisation, c'est seulement en exportant pratiquement du soja et du minerai de fer. Et tout ça vers la Chine. C'était ça la participation du Brésil dans la globalisation. Donc, c'était à un niveau extrêmement bas de valeur ajoutée. Ça, c'est une première chose. Donc, dès que les prix ont baissé, tout d'un coup, le pays s'est retrouvé sans beaucoup de ressources. Le deuxième élément, c'est que le modèle Lula, pour aller vite, était un modèle qui était basé sur le prix des matières premières. Donc, avec l'argent qu'on faisait, on pouvait faire de la redistribution chez les plus pauvres, c'est-à-dire ceux qui étaient hors du marché, vraiment les miséreux, avec la fameuse Bolsa Familia, la bourse famille, qui a permis de distribuer un petit peu à chacun, à chaque famille. Ça coûtait même pas trop cher au budget de l'État. Mais le deuxième élément a été l'ouverture de crédits massifs par les banques d'État pour la toute petite classe moyenne ou pour ceux qui arrivaient dans la classe moyenne. Et ça a boosté la consommation et donc la croissance.
Donc on avait à la fois les matières premières, à la fois la croissance basée sur l'endettement. Or, ce qui s'est passé tout bêtement, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, 50% des familles brésiliennes sont endettées à 50% de leurs revenus. Par exemple, c'est-à-dire c'est absolument insoutenable. Sauf que Lula a pu faire ça. Ensuite est venue Dilma. Et Dilma a pris déjà le cycle descendant dans cette affaire. Troisième élément compliqué, c'est que Lula, pour gouverner, à cause de notre système électoral au Brésil, on a en gros 35 partis. Et à l'époque de Lula, il y en avait 25 au Parlement. 99% de ces partis n'ont aucune idéologie, ils sont là pour manger. C'est tout. Et donc, pour gouverner, il fallait faire des coalitions, parce que le Parti des travailleurs de Lula n'a jamais eu plus de 20-25% des voix au Parlement. Faire des coalitions. Et donc, il fallait d'une certaine manière acheter les députés. Et donc, on s'est retrouvé avec un système où le premier grand scandale de corruption de l'ère Lula a été 2 ans après son élection, où même ce qui tient lieu de Premier ministre au Brésil a été mis en prison avec une série de hauts dignitaires du PT, parce qu'on avait découvert qu'il donnait des salaires mensuels à une trentaine de députés pour voter les lois. Donc, mais le pire de tout ça, c'est pas ça. Le pire, c'est que pour avoir tous ces partis, on donnait à chaque parti, ou s'il était gros, même plus, on donnait un ministère. Et au Brésil, on dit c'est un ministère comme dans une ferme, où on ferme la portière. C'est-à-dire on donne tout au type, on dit vous faites ce que vous voulez avec ce ministère, vous avez l'argent, vous avez tout ce que vous voulez, vous financez vos ONG, vous financez vos trucs, etc. Et là, ça crée un chaos administratif. Et surtout, ça ne fonctionne pas bien, quoi, tout ça. Mais alors pourquoi Lula ne s'est pas attaqué à ce système? Il en était incapable, il n'en avait pas la volonté. Et comment expliquer la différence entre l'image très forte qu'il a à l'étranger et sa relative impuissance à sortir le Brésil d'un modèle dépassé et corrompu? Mais je pense qu'il ne voulait pas sortir le Brésil d'un modèle corrompu. C'est-à-dire, si on prend la carrière de Lula, politique, je dis bien, c'est un homme qui n'a jamais eu des convictions idéologiques très fortes. On dit toujours que c'était l'icône de la gauche, il n'a jamais été vraiment de gauche, Lula. Lula était un syndicaliste des ouvriers de São Paulo, de l'automobile, et son truc, c'était on négocie. Chaque fois, on négocie, je te donne ça, tu me donnes ça. Voilà, c'est ça, la mentalité de Lula. Donc, ça ne pouvait pas jouer dans cette affaire. Ensuite, il avait besoin de ce genre de choses, un système qui est fondé sur la corruption. Tu ne t'attaques pas aux gens dont tu as besoin. Mais je crois que plus profondément, et ça, je crois que c'est une analyse que je fais moi personnellement, parce que je connais bien les gens autour de Lula, je connais aussi les autres, etc., c'est que cette génération qui est arrivée avec Lula au pouvoir, elle fait partie de la première génération de Brésiliens qui a eu un accès plus large à l'université, au début des années 60. Ceux qui avaient du capital social, ils ont pu faire des bonnes études, parfois à l'étranger. Et en sortant des universités, ils ont trouvé un boulot dans une bonne entreprise, dans la haute fonction publique. Ils ont fait leur vie. Voilà. Les gens qui n'avaient pas cette capacité d'entre-gens se sont retrouvés à ne pas monter. Et donc, ils sont devenus militants. Militants dans un parti ou dans le syndicat, etc. Et ils ont passé des années et des années à militer sans grande perspective. Tout d'un coup, à l'âge de 65 ans, 60 ans, ils se retrouvent au pouvoir, cette génération-là. Ils regardent leurs copains qui ont tous fait une vie pas mal. Et ils ont dit, maintenant c'est notre tour. Et comme ils n'avaient jamais travailler de leur vie, c'est-à-dire dans la vie réelle, c'était des militants, des choses comme ça, il y en avait bien sûr qui travaillaient, mais dans la direction, il n'y en avait pas beaucoup. Donc la seule façon
de devenir riche, c'était de mettre la main sur l'État. Et c'est ce qui s'est passé. Dès le début de Lula, on a commencé à mettre que des gens liés au parti ou sympathisants du parti dans toutes les positions publiques, même à niveau régional. Il y a même eu dans certains endroits même l'idée que le balayeur devrait montrer qu'il était d'accord. Donc ça créé une espèce de système. Donc de clientélisme sur une grande échelle. Général, qui était le modèle brésilien, clientéliste, errantiste. Le modèle brésilien est clientéliste, errantiste. Lula s'est coulé dans ce moule, clientéliste, errantiste, et même ses principaux partisans au début de son mandat disaient « il faut qu'on reste là pour au moins 30 ans ». C'était ça l'idée. Et Dilma Rousseff n'a pas remis en cause non plus, elle s'est mise dans les mêmes dispositions après avoir succédé à Lula. Ben non seulement elle s'est mise dans les mêmes positions, mais elle était plutôt pas très compétente. Et d'ailleurs, un ou 2 mois avant l'élection de Dilma a été choisie par Lula pour pas qu'il y ait des poids lourds de son propre parti qui puissent lui faire ombre s'il voulait revenir à la présidence. Donc il a choisi Dilma et il a vendu Dilma comme la super gérante qui était capable, le PDG super génial. Sauf que 2 mois avant, il a parlé de Dilma à la télé en disant, on lui disait oui, mais Dilma, etc. Et lui disait, oh, vous savez, moi je suis Lula, je peux faire élire un poteau télégraphique. Voilà un peu le genre d'ambiance. Et Dilma, en gros, pendant la première année, elle a essayé un peu de maintenir quelque chose. Mais après, elle s'est dit, jamais, je ne veux pas être une créature de Lula. Donc elle a dit, il faut que le Brésil redevienne prospère et tout, parce que les choses commençaient à se dégrader. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ouvert les caisses de l'État et c'était les crédits. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec une chute importante du PIB, une hausse importante du budget de l'État et donc de la dette publique est devenue insupportable. Et donc tout ça est arrivé à un moment où on a commencé à avoir, pour la première fois depuis très longtemps, une augmentation très forte du chômage. Et donc tout ça est arrivé à un niveau où, en gros, quand Dilma a été destituée, le Brésil était dans sa 2e année d'une chute du PIB de presque 4%. C'est-à-dire, ça ne pouvait plus continuer comme ça. Le pays était et en même temps, Temer a pris la place. Il est lui-même accusé d'enrichissement personnel, ce qui n'était au moins pas le cas d'Dilma Rousseff. Oui. Et donc, est-ce que le pays, selon vous, continue à s'enfoncer doucement dans la crise et la récession, ou est-ce que Temer est en mesure de changer de politique et par quel miracle pourrait-il être un homme nouveau? C'est pas du tout un homme nouveau. D'ailleurs, aujourd'hui, dans les sondages, je crois qu'il y a 3% de bonnes opinions, donc on voit où il en est. La question n'est pas là. Il ne faut pas oublier que Temer a toujours été un très fort allié de Lula et de Dilma. Il était le vice-président de Dilma, donc il faisait partie de ce système. Donc il n'est pas nouveau du tout. La seule chose, c'est que quand Dilma a perdu quand Dilma a perdu l'appui des secteurs économiques, d'une grande partie de la société à cause de la corruption, etc., tout ça, il fallait trouver un moyen d'au moins stopper la chute. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont mis Temer là, pas pour qu'il fasse quelque chose, mais pour qu'il stoppe la chute. Et effectivement, il a mis une équipe économique plutôt sérieuse, qui, depuis 1 année et demie, a réussi au moins à stopper la chute.
Mais donc, est-ce que l'horizon pour le Brésil, c'est une stagnation? Est-ce que l'ambition de peser sur la scène mondiale qu'incarnait Lula, à tort ou à raison, est définitivement passée aux oubliettes? Ou est-ce que, après Temer, on va avoir une nouvelle page qui va s'ouvrir? Ou est-ce que les structures que vous décrivez au début de l'entretien sont tellement fortes que le risque de la poursuite sur la même ligne est plus fort que celui d'un changement radical de politique? Tout ça va dépendre de cette année 2018. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est le chaos. Ce n'est pas simplement Temer. C'est presque la moitié des députés qui sont mis en examen pour corruption. C'est-à-dire, il y a une crise politique majeure, profonde, voilà. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucune alternative qui se présente. Il y a Lula qui veut se présenter. Il a 25-30% dans les sondages, en gros, ce qui est la base normale du PT. Mais il a un tel rejet de Lula dans l'opinion que ça me semble difficile qu'il gagne. Ensuite, on a un type d'extrême droite, une espèce d'ancien militaire, il se dit ancien militaire en tout cas, qui est nostalgique de la dictature. Mais ça, c'est des gens un peu marginaux aujourd'hui, d'une certaine manière. Dans les partis un peu centristes, sérieux ou je ne sais pas quoi, il n'y a personne pour l'instant, personne. Donc personne ne sait quelle peut être cette alternative-là. Est-ce que justement la justice qui met en cause de nombreux hommes politiques va continuer sur son chemin? Est-ce que la société civile est suffisamment forte à vos yeux au Brésil pour exiger et réussir à mettre en place des changements dans les mœurs politiques? D'où peut venir le changement de la justice, de la société civile ou du système lui-même, ce qui est rarement le cas? Pour l'instant, personne ne voit comment c'est possible. La société civile brésilienne, c'est-à-dire les organismes, les ONG, les organismes de quartier, etc., sont extrêmement dynamiques, extrêmement forts, il y en a partout, etc. Donc il y a une société civile qui est très active. Mais elle est active sur des points précis. Elle ne devient pas un parti politique ou un mouvement politique ou une idéologie ou quelque chose comme ça. Ce qui est important au Brésil aujourd'hui, le Brésil a toujours été une société, dans les derniers 50 ans, plutôt urbanisée. Là, on est à 85% urbain. Donc une concentration de gens très forte dans les grandes villes et surtout totalement connectés par les nouvelles technologies. Ce qui fait qu'il y a une sorte d'indépendance d'esprit. Toutes les manifs contre Dilma, par exemple, ont été convoquées par Internet. Et chaque fois qu'il y avait un parti qui arrivait avec un drapeau, qu'il soit de gauche ou de droite, il était viré de la manif. Alors donc, ça sera difficile à un quelconque gouvernement de revenir au modèle ancien. Je ne dis pas que c'est impossible, parce que le modèle ancien, il est bien installé. Mais ce qui risque d'empêcher le retour au modèle ancien aussi, c'est qu'aujourd'hui, il n'est plus viable. C'est pas vrai qu'on va vivre de soja et de minerais de fer. C'est fini, ça. Et on ne va pas vivre d'industrie non compétitive qui ne travaille que pour le marché intérieur. C'est pas possible. Donc, on se retrouve devant un mur. Alors, qu'est-ce qui peut venir derrière pour l'instant? Personne n'en sait rien. Il y a même des gens qui disent on attend un Macron au Brésil, mais voilà. Mais donc c'est une situation qui est particulièrement critique avec, vous décrivez une société civile qui ne peut plus accepter l'ancien système, un ancien système dont les tenants ne veulent que rester en place parce qu'ils en profitent largement comme partout ailleurs, et donc une issue à ce conflit incertaine. On ne voit pas qui pourrait incarner la demande sociétale, qui est forte, mais qui n'est pas incarnée par un leader politique, Lula étant disqualifié de par les scandales qui l'entourent. Oui, non seulement les scandales, il a été condamné à 9 ans de prison. Alors le problème, c'est qu'il est en appel, on va voir ce que ça va donner, donc ça, c'est pas possible. Mais c'est vrai, ce que vous dites, c'est que pour l'instant, on ne voit aucune alternative, on ne voit rien. Alors, on dit au Brésil, on dit souvent, le Brésil ne tombera pas dans le trou parce qu'il est plus grand que le trou.
Et c'est vrai, dans une certaine manière. Oui, parce que le Brésil ne reviendra pas à un stade pré-industriel, ça sera plus jamais le Brésil des années 60. Il y a quand même un Brésil qui compte et qui ne peut pas revenir 20 ans en arrière. C'est clair. Et on a des industries, on a des services, on a des gens, des centres d'excellence très importants. On est le 3e avionneur du monde. Bon, voilà, il y a des énormes atouts, y compris dans l'agriculture, y compris dans les mines. On a énormément de choses. Sauf qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui va mettre tout ça en place ou comment cela va se mettre en place. Le problème du Brésil, je crois, c'est un problème d'espace. C'est-à-dire, depuis les grandes découvertes, l'idée, c'est que la seule chose que les Brésiliens ont en commun, ils pensent en commun, c'est qu'on est grand. On est très grand. Et pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, la plupart de la population, le gros de la population, vit à 200 km de la côte. C'est-à-dire qu'on a un territoire immense, bien qu'il y ait eu une ruée vers l'ouest, il y en a un territoire immense devant nous. Et donc ça, du point de vue social, chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui était un peu fâché avec le système, on lui disait « mais arrête de crier, fais 100 km de plus et tu vas faire ta vie. » Donc on n'a pas une histoire de grands mouvements sociaux, des mouvements sociaux avec une idéologie, avec des objectifs, etc. Et en plus, le pays est tellement grand qu'entre le nord-est, le sud, l'Amazonie, etc., c'est très difficile d'avoir des mouvements nationaux dans ce cadre-là. Le Parti des travailleurs de Lula était le premier grand parti national, d'une certaine manière. Un parti au sens organisé. Les autres, c'était, bon, c'est les notables, machin. Et donc, on est un peu perdu dans cette affaire. Et quand on va au Brésil, on discute avec les gens sont perdus. Alors, ils commencent à avoir des initiatives intéressantes. C'est des débats sur qu'est-ce que le Brésil devrait faire. Donc, on commence à voir des gens qui commencent à se mettre ensemble. Il y a des jeunes qui commencent à dire, ah ben voilà, on commence à penser le Brésil d'après. Du temps de Lula, le Brésil avait une diplomatie très active, tenait tête aux États-Unis, était très actif en Afrique, faisait un partenariat stratégique avec la France. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que Dilma Rousseff, dans un premier temps, et Temer, dans un second temps, ont abandonné cette diplomatie active pour se concentrer sur les affaires intérieures? Ça, c'est sûr. Dilma, elle a totalement laissé tomber la diplomatie, et en plus, elle n'aimait pas les diplomates. Donc, elle n'avait pas confiance, elle n'aimait pas, etc., tout ça. Comme vous le savez, la diplomatie brésilienne a une tradition extrêmement forte. C'est une des diplomaties les plus professionnelles au monde. Son institut, l'Instituto Rio Branco, qui prépare les diplomates, existe depuis plus de 100 ans. Donc qui est parfaitement francophone. Francophone, anglophone, tout ça, ça va avec. Des gens disent un peu que le ministère des Affaires étrangères au Brésil, c'est un peu l'ENA en France. C'est-à-dire, c'est les meilleurs qui sont là, il y a une sélection très forte, etc. etc. Et c'est le ministère qui a maintenu la vision brésilienne de la diplomatie, indépendamment des gouvernements, pendant des décennies. Quand Lula est arrivé, il a voulu faire une politique de, voilà, je suis fort, le Brésil va finalement réaliser sa grandeur, parce que tout le monde croit que le Brésil est grand, mais aussi que le Brésil a un avenir de grande puissance. Tout le monde croit ça. Donc Lula a dit, on va la mettre en route. Et donc il a un peu nettoyé le ministère, mis des hommes à lui, etc. Et ils ont fait cette politique un peu que moi j'estime sans capacité de suivi. L'intendance ne pouvait pas suivre dans cette affaire. Et en plus, c'était pas si anti-américain que ça, puisque Lula était un très grand copain de Bush, et vice-versa. Ils s'entendaient comme larron en foire. D'ailleurs, il y a une blague au Brésil qui dit que Lula s'entendait avec Bush parce que Lula ne parle pas portugais et Bush ne parlait pas anglais. Donc, ce genre de choses. Et donc, ça n'a pas tenu. On a fait des coups. C'était une diplomatie de coups qui est totalement étrangère à la tradition diplomatique brésilienne.
Et quand est arrivée Dilma, elle n'a rien fait. Au contraire, elle a dit, je ne veux pas m'intéresser. Alors, le gouvernement Temer, au moins, la seule chose qu'il a fait, le nouveau ministre, c'est de rétablir un petit peu les choses à l'intérieur du ministère. Mais on n'a aucune politique étrangère, totalement out. Hein. En plus, avec les problèmes internes, c'est presque impossible d'avoir une politique étrangère. Hein. Alors bon, c'est vrai, le Brésil est toujours pour le multilatéralisme, pour la résolution pacifique des conflits, mais par exemple, toute la politique de Lula sur l'avenir, c'est le Sud-Sud, plus personne ne croit en cela. Voilà le problème. Merci Alfredo Valadao pour cet entretien, pour ce tour d'horizon relativement pessimiste sur le Brésil. Merci à vous. Merci à vous.